Bonjour et bienvenue sur Synapse avec notre invité Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Nous poursuivons notre tour d'horizon des marchés énergétiques et nous allons cette fois nous intéresser au marché du gaz. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter les émissions, on lit vos commentaires, de partager ces mêmes émissions, ça aide au référencement, et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez, ça fait plaisir, et ça aide également au référencement. Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, que peut-on dire du marché du gaz? On connaît notre dépendance, à nous Européens, au gaz russe, et on se disait, si les Russes ferment complètement le robinet de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça va être l'Armageddon en Europe l'hiver venu. Les deux gazoducs ont été sabotés, donc on se disait ça va vraiment être la fin du monde, et puis qu'observe-t-on sur les marchés du gaz? Que les prix qui avaient atteint des records, au-delà des 340 euros le mégawattheure, alors ça c'était en mars, et puis en août on avait approché également ce record, ont été divisés quasiment par 3. Est-ce qu'on est réellement sorti d'affaires, puisque c'est vrai qu'on a des stocks qui semblent pléthoriques aujourd'hui, ou est-ce que c'est le calme avant une nouvelle tempête? Alors, bonjour Vincent. Peut-être rappeler d'abord que on a effectivement une très forte dépendance sur le gaz vis-à-vis de la Russie, puisque la Russie, avant le conflit ukrainien, représentait 40% des importations de gaz de l'Europe. Donc c'était effectivement un partenaire majeur et un arrêt d'une partie des exportations russes vers l'Europe était forcément un problème. Alors les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont aujourd'hui hors service, effectivement. Il y a d'autres pipelines qui sont toujours fonctionnels. Un notamment qui continue à envoyer un peu de gaz vers l'Europe, mais on est vraiment sur une portion très limitée par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, moins de 5%, donc c'est très très limité. Alors pourquoi aujourd'hui ce sentiment de sécurité et des prix qui refluent? D'abord, parce que la coupure du gaz en provenance de Russie a été très progressive et les pays européens ont eu la bonne idée d'essayer de reconstituer les stocks au maximum. Et aujourd'hui, on aborde l'hiver avec des niveaux de stock qui sont très élevés, supérieurs à 90% pour beaucoup de pays européens. Et donc, ça nous permet de, entre guillemets, de voir venir. Et puis après, en complément avec tout ça, on a développé aussi de plus en plus des achats de gaz naturel liquéfié. Parce qu'en fait, pour s'approvisionner en gaz, vous n'avez pas 36 solutions. Soit il vous faut des tuyaux, des gazoducs, qui viennent vous apporter le gaz directement chez vous. Soit il faut le transporter par bateau, et il faut des bateaux spécifiques, il faut des installations spécifiques, puisqu'il faut au départ liquéfier ce gaz pour le transporter par bateau, et à l'arrivée, le regazéifier. Donc il faut des installations de liquéfaction à un bout, de gazéification à l'autre bout. Et pour ce qui est des installations de liquéfaction, on a eu des problèmes cette année, puisque un des plus gros terminaux de liquéfaction aux États-Unis est tombé hors service. Freeport. Voilà, celui de Freeport qui représentait, je crois, plus de 20% de la production américaine, est tombé hors service et devrait normalement reprendre service ce mois-ci. Donc on a une contrainte sur cette partie-là, mais on a réussi à reconstituer les stocks. Le problème aujourd'hui, et puis pardon, avant d'aborder les problèmes, il y a un deuxième point positif, c'est qu'on a un début d'hiver très doux, Oui, ce qui permet doux, de laisser, enfin de donner du temps et de limiter la consommation de ces stocks de gaz. Et puis on a eu un effort des populations parce qu'on constate déjà un reflux de la consommation avec des efforts de sobriété sans doute qui sont faits par un certain nombre de nos concitoyens. Et d'entreprises également. Et d'entreprises également, bien sûr. Contraints ou forcés, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Maintenant, si on essaye d'aborder ça d'un point de vue, prenant un peu de hauteur, il faut quand même avoir en tête une chose, c'est que là, on parle d'une situation qui est rassurante parce qu'on a des stocks qui sont élevés. Mais le flux, lui, est interrompu. Et donc, quand l'hiver va commencer, on va commencer à taper dans ces stocks avec une difficulté à reconstituer ces flux. En tout cas, on ne pourra pas utiliser le gaz russe, donc il faudra recourir à des flux de LNG, de gaz naturel liquéfié. Et là, on le disait, les quantités disponibles sont limitées par les terminaux de liquéfaction au départ. Donc ça veut dire que ce gaz, si on l'accapare chez nous, on va le prendre à d'autres nations qui d'habitude avaient recours à ce gaz. Dit autrement, la quantité de gaz naturel liquéfié disponible est fixe, et donc si on veut s'accaparer cette réserve,
il va falloir la prendre à quelqu'un d'autre, et donc il va falloir payer plus cher. Se battre sur les prix. Donc la question est, on va pouvoir sans doute avoir suffisamment de gaz, mais à quel prix? Ça, c'est le premier point extrêmement important. Et puis on ne pourra pas compter sur, je le disais, le gaz russe pour se réapprovisionner. Donc ça veut dire on va réduire progressivement nos stocks et on va sortir de l'hiver avec des stocks qui vont être limités. Donc on a possiblement une chance que tout se passe bien. C'est peut-être même le plus probable parce qu'on parle d'un hiver qui serait plutôt doux. Mais il faut garder en tête une chose, c'est que les problèmes ne s'arrêtent pas à la fin de l'hiver. Parce qu'on va donc repartir à la fin de cet hiver avec des stocks qui seront relativement bas et plus de possibilité de reconstitution de ces stocks, puisque nous n'avons plus l'approvisionnement en gaz de la Russie, ou alors une possibilité de reconstitution de ces stocks en s'accaparant encore ces réserves de gaz liquéfié, ce qui veut dire à un prix beaucoup plus élevé, et dans des quantités qui seront insuffisantes pour reconstituer nos stocks. Et donc Emmanuel Macron a commencé à en parler, l'Agence internationale l'énergie en a parlé également. L'hiver 2022 est un enjeu, mais l'hiver 2023 sera probablement encore plus difficile à passer. Donc on n'est pas complètement sorti de nos problèmes sur le gaz. On est même loin d'en être sorti. On est même loin d'en être sorti. Je trouve que le résumé qu'en avait fait Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, dès le début de la crise, est très bon. Vous ne remplacez pas des tuyaux des gazoducs par des bateaux du jour au lendemain. Il vous faut des terminaux de liquéfaction, des terminaux de gazéification et des bateaux. Donc il avait dit, donnez-moi 3 ans, je suis capable de vous régler le problème d'approvisionnement en gaz russe. Il n'a pas dit à quel prix. Mais si vous me demandez de le régler demain matin, je ne peux pas. Alors on a réussi à trouver des moyens, il y a des terminaux flottants de gazéification qui sont disponibles. Donc l'Allemagne en a loué 2, ce qui augmente la capacité de réception de gaz liquéfié. Mais encore une fois, la quantité de départ étant limitée, eh bien, ça reste une contrainte forte parce qu'on ne se passe pas de 40% de son approvisionnement avec un partenaire majeur du jour au lendemain. Alors, hormis les États-Unis, vers quel pays producteur peut-on se tourner pour compenser le manque de gaz suite à nos sanctions contre la Russie? Alors, on a un problème, c'est qu'on a également en Europe, on avait des partenaires historiques, on avait les Pays-Bas, où il y avait le gisement de Groningen, qui était un énorme gisement, mais ils ont décidé de l'arrêter. Alors, ils sont en train de retarder la fermeture, mais on est sur des niveaux de production qui sont moindres que ce qu'on avait auparavant, pour des raisons environnementales, essentiellement. On avait la Norvège, mais la Norvège a déjà dépassé son pic de production. Et donc, on se tourne vers un certain nombre de pays. On a vu des voyages gouvernementaux en Algérie, pour essayer d'aller peut-être passer des accords sur le gaz avec l'Algérie. Le Qatar est également une piste. Mais là encore, ce sont des éléments, comme on n'a pas de pipeline, ce sont des éléments qui nécessitent des installations de liquéfaction qui vont prendre du temps avant de pouvoir être construites. Alors, on a souligné notre dépendance au gaz, et au gaz russe en particulier. Une infographie qui est assez parlante, c'est la ventilation de la demande de gaz au sein de l'Union européenne. Donc, ce sont les parts de marché de 2019. On voit que la génération d'électricité a mobilisé en fait 30% du gaz consommé, enfin un peu plus de 30%, et que l'industrie, on se situe légèrement en dessous des 30%. Et quand on va dans le détail de l'industrie, bon, on voit que la chimie et la pétrochimie sont les plus gros usagers, consommateurs de gaz, mais qu'on a également les minéraux non métalliques, et puis on a également les métaux un peu plus bas. Enfin, on voit que l'industrie est très consommatrice de gaz. Ce qui nous amène évidemment à la question de la soutenabilité de la cherté des prix du gaz pour cette industrie. Est-ce qu'on n'est pas, et on a déjà des articles dans la presse qui se font écho de ce mouvement, au début d'une vague de désindustrialisation et de délocalisation de l'industrie européenne? Alors c'est une vraie question, Vincent, et qui se pose d'autant plus qu'effectivement, on a eu, dans l'ensemble des secteurs que vous citiez, des impacts de cette crise du gaz. Je commencerai peut-être par la pétrochimie, qui est un secteur qui a effectivement été très touché, avec des réductions d'exploitation pour un certain nombre de ces industries. Et notamment, on peut parler de l'industrie des engrais. Parce que le gaz naturel est l'ingrédient de base
de la fabrication des engrais. Et donc, on a une très forte réduction de la production aujourd'hui compte tenu de la hausse des prix. On a aussi, il faut le dire, une partie de ces engrais qui étaient fabriqués en Ukraine. Donc, ça a aussi ajouté un problème à une situation déjà existante à cause des problématiques géopolitiques. Et ça amène à des vraies craintes. Alors, pas seulement sur la désindustrialisation, mais aussi sur l'alimentation. Puisque oui, la sécurité alimentaire est menacée. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a fait part de ses craintes sur ce sujet-là en évoquant le fait que l'année prochaine, on pourrait voir, en cas de situation extrême, les rendements dans le domaine agricole pour les grandes cultures baisser jusqu'à 40%. Vous imaginez les conséquences sociales que ça pourrait avoir. Après, évidemment, on a eu des impacts aussi sur de l'industrie lourde. On a entendu beaucoup en France parler du cas de Duralex, qui a été obligé d'arrêter de ses fours à verre compte tenu de la forte hausse des coûts de consommation. Et puis, vous en parliez, il y a des industries qui sont aussi consommateurs de ce gaz à travers de la génération électrique. C'est le cas dans le domaine de la production de minerais, enfin de minerais métalliques, donc de métaux. Et notamment du raffinage de ces métaux. Alors on parle essentiellement des activités de fonderie dans le domaine de l'aluminium et du zinc. Ce sont des industries qui sont très consommatrices d'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour produire une tonne d'aluminium, il faut à peu près 15 MWh d'énergie. Le mégawattheure d'électricité. Le mégawattheure d'électricité, on a parlé du prix du gaz tout à l'heure, le mégawattheure d'électricité, lui, est monté jusqu'à 1000 euros. Ce qui veut dire que produire une tonne d'aluminium a pu compter jusqu'à 15 000 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix d'une tonne d'aluminium sur le marché international, c'est aux alentours de 2200, 2300 $. Donc, bien évidemment, ces entreprises ont dû faire face à cette situation et ont dû revoir leur production. Donc, on a, depuis le début de l'année, Glencore qui a fermé des capacités de production. On a Alcoa, on a ArcelorMittal. Et donc, le problème, c'est que dans ce domaine-là, quand on ferme des capacités, la propension à les rouvrir est relativement limitée parce que c'est très coûteux et ça prend beaucoup de temps. Alors, l'État est aujourd'hui, et l'Union européenne sont aujourd'hui conscients de ce sujet-là. Ils ont proposé des mesures d'atténuation du prix, mais elles arrivent un peu tard. Parce que, comme je le disais, une fois que ces capacités sont fermées, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est compliquée pour une réouverture. Et c'est même plus important qu'une simple désindustrialisation, Vincent, parce que on en a déjà eu l'occasion d'en parler. L'Union européenne est aussi consciente, la Commission européenne a fait un rapport sur ce sujet, de l'importance de la production de métaux pour notre souveraineté énergétique de demain, puisque la transition énergétique va nous amener à nous passer d'énergie fossile, mais à développer des énergies renouvelables qui sont essentiellement basées sur l'éolien et sur le solaire. Et pour produire des panneaux solaires ou des éoliennes, il nous faut des métaux. Oui. Et donc, on est en train de détruire des capacités de production de métaux, alors même que l'Union européenne et la Commission européenne, Ursula von der Leyen et Thierry Breton ont annoncé le Critical Raw Material Act pour l'année prochaine, qui va viser à essayer d'améliorer notre production en Europe de métaux stratégiques pour la transition énergétique. Et bien, alors qu'on prend des décisions en ce sens, qu'on a des paroles en ce sens, et bien dans les actes, on a laissé fermer ces entreprises qui ne rouvriront peut-être pas demain. Donc, une baisse de l'industrialisation en Europe, oui, mais en plus, une baisse sur certains secteurs qui sont jugés comme stratégiques pour l'avenir. Donc, en gros, désindustrialisation et transition énergétique un peu compliqué. Alors, en l'occurrence, c'est notre souveraineté en termes de transition énergétique qui est atteinte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant du gaz russe et des énergies fossiles en provenance d'un certain nombre de pays. Si on n'est pas capable de maintenir un niveau de production de métaux en Europe, ça veut dire qu'on sera dépendant non plus des énergies fossiles, mais des métaux. Pour vous donner un exemple, Philippe Varin a fait un rapport en début d'année qu'il a remis au président Emmanuel Macron sur ce sujet, et l'une des phrases choc de ce rapport était « L'Europe est dépendante pour son approvisionnement en métaux à 70% de l'étranger, la France à 100%. » Voilà. Donc c'est un enjeu de sécurité nationale et de sécurité européenne. Bon, Benjamin, si je synthétise tout ce que vous venez de nous dire, c'est que les prix de l'énergie, et particulièrement du gaz, vont demeurer élevés, que nous sommes face à une potentielle désindustrialisation de l'Europe avec des délocalisations dans des zones où l'énergie est moins chère, notamment les États-Unis. On a déjà vu un certain nombre d'industriels annoncer des relocalisations, enfin des délocalisations plutôt aux États-Unis. Et puis la transition énergétique est mal emmanchée, si vous me permettez ce terme, puisque elle est consommatrice de métaux. Or, aujourd'hui, avec tous les problèmes énergétiques qu'on a, on est
pas vraiment en capacité d'en produire. C'est bien ça? C'est effectivement plus compliqué et il va falloir que ce soit un sujet qui soit pris en main au niveau européen et en ce sens, il va falloir aussi que les relations entre la France et l'Allemagne, qui sont les deux leaders de l'Europe, s'améliorent rapidement. On a vu tout récemment Thierry Breton tenser Olaf Scholz qui partait en Chine pour essayer de faire des affaires. Je pense qu'il y a urgence à ce qu'on ait un dialogue ouvert et apaisé au niveau européen si on veut avoir une chance de lutter contre tous les éléments que vous venez de donner. Mais quoi qu'il arrive, je pense que la cherté du prix des énergies et du gaz en particulier est enclenchée pour au moins quelques mois, voire quelques années encore. Et ce que vous nous avez dit aussi, c'est que l'hiver 2022 est une chose, l'hiver 2023 en serait une autre, et pas forcément des plus gais. Benjamin, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.